Alors bonsoir à tous. Donc moi ce soir je vais vous parler un petit peu du Snozelen, qui est un concept qui est encore pas très connu, qui commence à se développer un petit peu en gériatrie, et notamment l'utilisation du Snozelen auprès des personnes qui présentent des troubles du comportement, puisque nous l'utilisons dans l'institution dans laquelle je travaille en unité de vie protégée. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette utilisation-là qui se fait, mais ça pourrait être l'objet d'autres conférences. Voilà. Donc le Snozelen, c'est pas une méthode, mais c'est bel et bien un concept qui s'inscrit entièrement dans une démarche institutionnelle. C'est pas uniquement l'objet du psychomotricien, mais celui de tous les participants, de tous les soignants, de tous les résidents, de tous les patients. C'est vraiment un espace commun qui a été créé en fait en Hollande dans les années 80 et qui se base sur deux fondamentaux, à savoir dozelen, qui veut dire somnoler, c'est-à-dire procurer un état de bien-être, de douceur, de sécurité, avec pour conséquence un certain lâcher-prise, une diminution des tensions et surtout arriver à des perceptions de plaisir, des nouveaux moyens de communication. Voilà. Donc ça c'est la première partie du Snozelen. Et l'autre partie c'est snuffelen, ce qui veut dire renifler. Je ne parle pas très bien le hollandais, je suis désolée. Et renifler, ça va plutôt être sensible aux différents sens, à savoir la vue. Vous allez voir les différentes images qui vont défiler, ces différents exemples de salles. Et donc on a la vue, le toucher, l'odorat, avec l'utilisation des huiles essentielles, enfin, je vous en reparlerai un petit peu après. Le goût de nouvelles expériences, mais pourquoi pas l'amener aussi à goûter des nouvelles choses, retrouver le plaisir de manger, voilà, pourquoi pas dans cette salle-là aussi. Voilà, c'est surtout sentir et ressentir. Alors le Snozelen, c'est pas une thérapie, c'est pas une rééducation. C'est une qualité d'accompagnement. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment une démarche d'équipe, une approche transversale, dont l'objectif va être d'amener la personne à mieux vivre son handicap, si on peut parler de handicap, en tout cas mieux vivre les modifications qu'elle perçoit dans son corps, dans sa vie, sa perte d'autonomie, et toutes ces choses-là qu'on peut trouver chez les personnes âgées. Ça nécessite bien entendu une approche globale de la personne, donc de la considérer non pas comme... Donc considérer la personne non pas comme une pathologie, mais vraiment comme une personne à part entière, capable de prendre des décisions, de faire des choix. Alors ça veut pas dire être capable de dire oui, non, mais si l'expression n'est pas verbale, en tout cas elle sera corporelle, et on le voit très bien dans ces milieux-là. Ça nécessite également un personnel formé, tolérant et curieux, parce que c'est pas une pratique très courante, donc voilà, il faut avoir envie d'y aller. C'est un espace où on peut avoir envie d'aller, mais certaines fois, c'est un espace qui peut faire peur aussi parce qu'il fait sombre. Donc il faut être très attentif à ces expressions corporelles. Et la mise en place du Snozelen, c'est aussi très important, c'est le retour, le feedback qu'on va avoir, les discussions entre équipes, les observations des patients, les vécus qu'on va avoir chacun avec un même patient, et puis l'évaluation un petit peu du patient au fil des jours et de son utilisation personnelle de cet espace. Alors à qui ça s'adresse un petit peu, enfin en tout cas nous, je vais vous parler essentiellement de ma pratique en maison de retraite. En fait ce Snozelen, cet espace-là, c'est un espace qui est entièrement ouvert, tout le temps, le jour et la nuit. Et on peut l'utiliser comme un cadre de relaxation, pour pratiquer une relaxation lambda, parce que ça va amener du repos, ça va amener simplement un bien-être. Mais on peut aussi l'utiliser, et c'est là que c'est intéressant, pour les personnes qui présentent à la fois des troubles du comportement et à la fois des troubles de la communication. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'utiliser auprès des personnes âgées ? En fait, il y a une étude qui a été faite par Gilles Lenhart et Annie Jacquemot en 2001 auprès des personnes âgées.
Et leur but était de voir justement si, par l'utilisation de cet espace, de toutes ces stimulations, on arrivait à diminuer les troubles du comportement. Et les résultats ont été en fait, à moyen terme, une diminution directe des troubles du comportement, essentiellement chez les personnes dépressives, une verbalisation avec un vécu agréable, et globalement des patients qui étaient plus attentifs et plus communicatifs, déjà au sein des séances, et sur le long terme, de manière générale, dans la journée. Donc, ce qui est quand même pas négligeable quand on dit « Oui, moi je travaille en maison de retraite, et les gens ils ont des troubles du comportement, ils écoutent rien de ce qu'on leur dit. » Voilà. Ce qui veut dire que, en passant par d'autres moyens de communication que la méthode verbale, on arrive réellement à avoir un bien-être. Et puis cet espace, c'est un espace qui est un petit peu hors du temps. Même s'il est toujours ouvert, quand on rentre dans cet espace, il y a des colonnes à bulles. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Il y a des dalles tactiles qui permettent d'aller toucher. Il y a des jeux de lumière, il y a des objets à toucher, à attraper. Les gens peuvent vraiment s'approprier cet espace. Il y a des fibres optiques, il y a une odeur ambiante qui change en fonction des jours, en fonction aussi de ce qu'on perçoit des gens. Enfin, voilà, on a testé différentes odeurs. Et puis, il y a aussi la musique. La musique qui fait que quand on arrive dans cet espace, on n'a plus du tout les bruits de l'institution, les cris, les discussions, enfin voilà, on n'a plus du tout cette atmosphère-là qui peut parfois être envahissante, qui peut être stressante, qui peut être du langage que parfois auquel les personnes n'ont plus accès, n'entendent plus. Et du coup, là, elles arrivent vraiment dans cet espace où la musique, je pense que c'est vraiment un langage universel, quelque chose qui fait vibrer, qui nous donne un retour, et qui du coup les apaise systématiquement. Alors on a testé différentes musiques, il y a des musiques avec les bruits de la nature, il y a la musique classique, il y a différentes choses, mais je pense que mon collègue il en parlera beaucoup mieux que moi après. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là qui font qu'on pénètre vraiment dans un espace différent. Et voilà, donc dans cet espace un petit peu différent, on prend le temps de faire ce qu'habituellement on n'a pas le temps de faire. C'est pour ça que je vous dis que c'est accessible à tous les soignants, parce qu'on a décidé, dans une démarche d'institution, de dire voilà, chacun a le droit, dans cet espace, de prendre le temps avec un résident, parce qu'il estime que ça peut faire du bien à ce résident-là. Donc c'est prendre le temps de toucher, c'est prendre le temps d'écouter, de communiquer, de regarder, et de faire une pause un petit peu dans ce rythme institutionnel qui parfois nous pourrit un peu la vie, et leur pourrit aussi un peu la vie, il faut dire, parce qu'on a une inversion du rythme jour-nuit, et parfois quand nous on est là le jour, et puis on se dit tiens, on pourrait faire une séance à monsieur Untel, ça lui ferait du bien, mais en fait ça lui correspond pas du tout, il aimerait mieux avoir une séance entre 2h et 3h du mat, là où il est réveillé. Donc voilà, donc l'avantage d'avoir cet espace qui est ouvert tout le temps. Et puis, l'autre objectif de cet espace, c'est le toucher. On s'aperçoit que, c'est une observation très simple, les personnes âgées sont peu touchées, en tout cas plus touchées, et du coup perdent cette sensation agréable d'être touchée, d'être caressée, d'avoir un ressenti et un corps qui est vraiment vécu comme quelque chose de contenant, de fiable, d'agréable. Et quoi de plus angoissant de vivre dans un corps qui fuit. Voilà. Après, je ne suis pas une personne âgée, je ne sais pas non plus exactement ce qu'elles ressentent, mais en tout cas, on peut voir que majoritairement, elles aiment être touchées, elles sont en demande de contact. Ou en tout cas, si ce n'est pas ce qu'elles cherchent, elles sont tout à fait capables de le dire, en tout cas de le montrer. Et quand on travaille justement sur le toucher quotidiennement, on s'aperçoit que de plus en plus ces personnes-là sont rassurées et reviennent systématiquement dans cette salle quand elles sont en demande, elles-mêmes, puisque la salle est ouverte tout le temps. Et on s'est rendu compte également que parce qu'elles étaient touchées, elles arrivaient parfois, pour les personnes qui n'avaient plus de moyens de communication verbale, à reproduire les mêmes gestes, comme un échange de communication. C'est-à-dire qu'un massage des mains, toucher thérapeutique était réalisé toujours avec les mêmes gestes, la même façon d'amener la séance. Enfin,
voilà, des gestes très ritualisés, elle reprenait ces mouvements-là sur le soignant. Hein, d'où la nécessité de « si tu me touches, je te touche aussi ». Hein, c'est-à-dire qu'elles ont une réponse qui est une réponse musculaire, et quoi de plus beau que la première réponse qui est la réponse musculaire, puisque c'est « je fais ce mouvement, je l'ai amené moi-même ». Hein, donc c'est très très important d'arriver à retrouver cette communication. J'ai des papiers un peu dans tous les sens. Alors, ce qui semble un petit peu, enfin, ce qui semble aussi important dans cet espace, c'est que finalement, on y fait ce qu'on veut. On amène, si on prend en fait une séance type, une séance où la personne est accompagnée, elle se déroule toujours un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on va avoir un temps de préparation, le moment où on va chercher la personne, où on est avec la personne et qu'on se dit bah, peut-être que ça pourrait lui faire du bien. Voilà, de la sortir un petit peu du cadre institutionnel. Et ça va être, voilà, je vais vous emmener dans la salle. Alors moi je la présente comme la salle aux lumières. Et souvent quand je dis, alors, par exemple Madame Olga, quand je lui dis est-ce que vous avez envie d'aller dans la salle aux lumières, je vois ses yeux pétiller, elle me dit oh oui, ça va me faire du bien. Et c'est systématique. Et il y a voilà, ce petit moment où voilà, elle a déjà enclenché le processus de je sais qu'on va me faire du bien. C'est super important. Ça, c'est la phase qu'on appelle la phase de préparation. Ensuite, il y a le temps d'acclimatation, qui est le moment où on rentre dans la salle. C'est-à-dire, on passe d'un espace qui est lumineux à un espace qui est plutôt sombre, dans lequel il y a des lumières un peu psychédéliques, il faut le dire, et où il faut laisser le temps à la personne de regarder, d'observer les différents objets, et là d'analyser vers quel objet elle va aller, et vers quel type de sensation, de stimulation elle va aller. Et c'est là-dessus que nous, on va construire notre séance. Enfin, en tout cas, moi, je vais construire ma séance. Si elle va plutôt aller vers si c'est une personne qui a des capacités de verbalisation et qui va me parler plutôt des odeurs, de l'odeur de lavande qui lui rappelle quelque chose. Moi, je vais partir plutôt sur quelque chose vraiment d'olfactif. Pourquoi pas après l'associer à quelque chose de tactile si j'estime que c'est intéressant pour elle. Donc voilà, on va laisser un petit peu chacun s'approprier un objet et à partir de là, on va construire la séance avec lui. Et là arrive le temps de stimulation où on a soit une manipulation, mais la stimulation, ça ne veut pas forcément dire une action, ça ne veut pas dire on va faire des choses. Ça veut parfois dire on va prendre le temps d'observer, de laisser faire. Hein. Parfois, il va falloir guider, parfois, on va juste avoir à être là, à poser une main, à rassurer, à mettre des mots, hein, mais pas forcément faire. En tout cas, surtout pas faire à la place de. Voilà, parfois simplement rassurer par sa simple présence. Et puis on termine donc par le temps de fin, avec la séparation avec les objets, là aussi une verbalisation, et puis un retour à la vie entre guillemets sociale, avec la lumière et les bruits que ça impose, donc un petit peu cette phase de transition. Il arrive que certaines personnes sortent avec les objets du Snozelen pour accompagner cette transition. Parfois elles vont avoir besoin de les garder. J'ai une dame, Madame S, qui systématiquement va partir avec un objet et puis viendra le reposer quand elle estimera que qu'elle est prête. Donc elle le repose dans la salle. Elle fait sa vie entre guillemets. Voilà, donc ça se déroule un petit peu comme ça. Et puis il y a l'autre versant de l'utilisation de cette salle qui est le libre accès. Comme on a l'avantage d'avoir des équipes qui toutes ont été formées, autant aux stimulations qu'au risque de surstimulation aussi, en tout cas à écouter et à accompagner. Les filles de nuit sont aussi, l'équipe de nuit est aussi formée et peut facilement accéder à la demande des résidents 24 heures sur 24, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, voilà, les personnes vont parfois aller seules dans cette salle. Je peux vous parler un petit peu de Monsieur Léonard, qui est un monsieur qui présente une démence vasculaire, qui déambule énormément, a beaucoup de troubles du comportement qui sont liés en fait aux différents AVC qui sont faits et à ces troubles phasiques.
C'est-à-dire qu'il n'arrive plus réellement à se faire comprendre et qui devient tout de suite très agressif quand on essaye de mettre des mots et de reprendre un petit peu la situation, ne serait-ce que le fait de se poser avec lui, pour lui c'est trop envahissant. Et puis depuis l'installation de cette salle, voilà, la nuit avant, il allait très souvent dans les chambres de ses voisins voir ce qui se passait, réveiller un tel, enfin voilà, faire différentes choses. Et depuis qu'on a installé cette salle, il lui arrive très fréquemment d'aller dans cette salle et de s'endormir. Alors c'est vrai que cette salle n'est pas qu'une salle de relaxation, mais pourquoi pas aussi une salle de repos, puisque lui, ça lui permet vraiment de se poser, de se calmer, et du coup d'avoir accès à, de nouveau accès au langage, puisqu'une fois qu'il avait évacué un petit peu toutes ces tensions liées à ses déambulations, à ses angoisses, à tous ces bruits environnants qui finalement l'envahissent, eh ben, on peut très bien le raccompagner dans sa chambre pour qu'il puisse terminer sa nuit ou s'asseoir avec d'autres. En tout cas, voilà, il a accès de nouveau au langage, ce qui n'est pas négligeable. Voilà un petit peu ce qu'on observe. Je vous parlais tout à l'heure de l'inversion du rythme nictéméral qui est très très important en maison de retraite, et encore plus quand il y a une démence, des troubles du comportement, enfin voilà, une maladie d'Alzheimer ou autre trouble apparenté. Et quand il y a cette inversion du rythme, on a tout intérêt à les emmener dans cette salle pour qu'ils puissent se reposer, faire des pauses dans leur journée et reprendre après. Donc en fait, ça va nous permettre de faire des pauses. Il y a des moments où on va être vraiment dans la communication, et c'est pas forcément au sein de cette salle que ça se passe. Ça va être des moments de repos que eux vont choisir, aussi bien le jour que la nuit, et nous après on s'adapte. Et une fois qu'on a réussi à avoir cette alternance finalement de repos et de veille, comme on a chez les enfants, nous, on saisit le moment de veille pour mettre en place un climat relationnel privilégié qui nous permet de nous poser à un instant T avec la personne et du coup travailler sur la communication. C'est vraiment l'objectif de mettre en place une communication, hein, ce lieu-là. Et on se rend bien compte que quand il y a communication, il y a beaucoup moins de troubles du comportement. Je ne sais pas si vous avez lu dans le Parisien aujourd'hui, il y avait un article sur l'hôpital de jour des Magnolias, et c'était un médecin qui expliquait que justement parfois les caresses, ça pouvait remplacer les médicaments, pas complètement en tout cas, mais en tout cas faire en sorte que la personne soit mieux et mieux dans sa peau. Alors une dernière petite chose, si j'ai le temps. J'ai 3 minutes ? Allez, 3 minutes, juste je termine. Pour une petite explication un peu plus neurologique en fait qui intervient dans ce concept, qui fait que si on arrive à amener le corps au repos, puisque c'est vraiment ça, par cette ambiance de détente, on amène le corps au repos. Donc du coup le cerveau a beaucoup moins, n'a plus besoin d'être attentif aux déambulations, aux mouvements, aux différentes paratonies, aux différents parasites qui vont habituellement créer ces troubles du comportement. Et du coup, comme il n'a plus besoin de s'occuper de ça, il est sensible à ce qui se passe autour de lui. Donc la personne, elle a accès à la communication et à l'autre. D'où l'utilisation de cette salle-là. Voilà, et je conclus là-dessus. C'est super important de toucher les personnes âgées, quelle que soit l'ambiance, et même si vous n'avez pas du matériel comme ça, voilà, on n'est pas psychomotricien pour rien non plus. Et je passe la parole Merci pour Claire. Vous avez peut-être 10 minutes pour 2 ou 3 questions ou réflexions, observations, assez brèves. Après, on passera la parole au musicothérapeute Denis Baudran. C'est pour ça que Claire disait que mon collègue en parlera mieux que moi. Donc Denis est spécialisé en musicothérapie. Si vous avez 1 ou 2 questions, observations, remarques sur Snoezelen, il y a peut-être un micro qui peut circuler, je ne sais pas. Madame. Il y a un espace ouvert, est-ce qu'il arrive qu'il y ait plusieurs personnes qui veulent venir en même temps, qu'il y ait trop de monde dans la salle ? Oui,
parce qu'on est dans une communauté. En fait, ça arrive très fréquemment que je sois en séance avec une personne, mais parce qu'on a cet état de détente, la personne va être complètement... ça va être à moi en fait de faire en sorte que la personne avec qui je suis soit vraiment ciblée au niveau attentionnel pour qu'on puisse continuer là où on en était. La personne qui entre comme ça dans la salle, elle peut tout à fait déambuler, aller toucher des choses. Moi, je préviens de toute façon la personne avec qui je suis et ça se passe très bien. Voilà. Il n'y a aucun souci. Les personnes sont parfois plusieurs en même temps. Voilà, elles l'ont approprié comme leur lieu de vie aussi. Donc elles acceptent d'y être à plusieurs. Sans aucun souci. Attendez s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas. C'est un projet qui a été... Comment? Comme ça? J'ai peut-être parlé très fort. C'était pour savoir comment a été mis en place le projet. C'était à l'initiative de la direction, j'imagine. Pour que toute l'équipe soit formée, il faut quand même que ce soit à l'initiative de la psychomotricienne. Alors la question, si j'ai bien compris, c'était le projet était-il à l'origine institutionnel, c'est ça? Voilà. Pour avoir justement la formation de toutes les équipes. En fait, c'est même plus que ça, c'est l'initiative d'un groupe, qui est le groupe Orpea, qui a décidé d'installer du Snozelen dans toutes ces maisons de retraite. Et donc à partir de là, c'est les psychomotriciens qui, plus par rapport à leur formation initiale, se sont appropriés le matériel et ont formé les équipes. Pour vraiment former toutes les équipes, moi je vais parler uniquement au nom de ma maison de retraite, enfin de l'EHPAD dans lequel je travaille, ça a été un projet vraiment institutionnel, c'est-à-dire qu'on a eu le matériel et qu'on a décidé petit à petit de former toutes les personnes qui étaient intéressées, tous les soignants qui étaient intéressés par ce concept. Voilà. Mais pour cela, il faut avoir une équipe stable, parce que si toutes les équipes changent... C'est pour ça qu'on a des équipes stables en fait, c'est parce qu'elles sont intéressées, quand elles sont vraiment au cœur des projets, généralement elles restent.